le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Erlichi Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, c'est lundi. Ravi de vous retrouver ce lundi. Première sortie de la page internationale au grand journal du 14h depuis la newsroom de la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts. Erlich Dorelas pour présenter cette page internationale. À Jacques Mel pour le grand journal, Joël François et Smith Jean-Julien. Rubens assure les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique aux Adam 102.3 FM. À Jacques Mel, énergie fossile, la Russie augmente ses prix et continue de s'enrichir. Les prix à l'exportation des énergies fossiles russes seraient 60% plus élevés que l'année dernière. Voici un reportage signé Euronews. Malgré les sanctions européennes, Moscou devrait gagner encore beaucoup d'argent grâce à la vente de ses énergies fossiles. La Russie a encaissé 93 milliards d'euros de revenus après 100 jours de guerre. Les volumes sont en baisse, mais la hausse des prix compense cette diminution, selon un rapport publié lundi par le CREA, le Centre de recherche sur l'énergie et l'air pur. Les dernières données dont nous disposons suggèrent que la Russie gagne environ 1 milliard d'euros par jour grâce à ses exportations de combustibles fossiles. Selon les estimations, cette guerre coûte également à la Russie environ 1 milliard d'euros par jour. Il y a donc une certaine parité entre ce que la Russie reçoit chaque jour en importation énergétique et ce qu'elle dépense pour financer sa guerre. L'Union européenne reste le principal client de la Russie. Selon le centre de recherche, les États membres ont importé environ 60% de ces énergies fossiles. Les 27 ont pris toute une série de sanctions, dont un embargo d'ici la fin de l'année sur le pétrole russe. Mais son impact à court terme restera limité. L'embargo sur le pétrole a un délai très long. Cela signifie que nous continuerons à importer du pétrole de Russie jusqu'à la fin de cette année. Le risque est de créer beaucoup de bruit sur les marchés en maintenant des prix élevés et en important du pétrole pendant les 6 prochains mois. La Russie peut encore réaliser des bénéfices avec ces prix plus élevés. Malgré les efforts européens pour réduire leur dépendance énergétique, la demande mondiale reste forte. Moscou s'attend donc à tirer davantage de profits cette année de ses exportations. La guerre continue en Ukraine. Les responsables ukrainiens accusent la Russie d'utiliser des armes faisant des victimes en masse. De féroces combats de rue font rage entre les deux armées pour le contrôle de la ville industrielle de Severodonetsk, dans l'est de l'Ukraine, et la province de Lugansk, où se trouve Severodonetsk. Voici un reportage signé CGTN News. Les responsables ukrainiens et le ministère britannique de la Défense ont averti samedi que la Russie avait commencé à utiliser de grands missiles anti-navires. Maintenant, ceux-ci datent des années 1970, ils sont très précis lorsqu'ils sont déployés dans un combat terrestre, ce qui signifie qu'ils sont plus susceptibles de causer des dégâts matériels et aussi des pertes civiles massives. Le gouverneur de la province de Lugansk a déclaré que la Russie avait commencé à utiliser des flinks pendant la nuit en les utilisant contre des installations civiles et des maisons. Et samedi, un représentant de la Russie a déclaré que les forces russes avaient pris le contrôle de l'usine chimique. C'est quelque chose que le gouverneur de Lugansk a nié. Il a dit que c'était un mensonge. Il a précisé que les forces ukrainiennes conservaient le contrôle de l'usine et de la zone industrielle de la ville. Maintenant, les combats dans la ville de Severodonetsk font rage de l'autre côté de la rue. Le gouverneur de Lugansk a appelé cela un combat dans chaque rue et chaque maison. Toujours dans le sud de l'Ukraine, samedi, des responsables russes ont commencé à distribuer des passeports aux Ukrainiens. C'est ce qu'ont rapporté 2 agences de presse russes. Elles ont indiqué que les autorités avaient distribué des passeports à Melitopol, dans la région de Zaporijia, et aussi dans la région voisine de Kherson. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, était à Kiev samedi. Elle a rencontré le président Zelensky et elle a fait quelques commentaires sur l'évaluation de l'UE concernant la demande de l'Ukraine de rejoindre le bloc. Les discussions d'aujourd'hui nous permettront de finaliser notre évaluation d'ici la fin de la semaine prochaine. Le président Zelensky, de son côté, a appelé l'UE à imposer des sanctions à tous les officiels et juges russes qui ont aidé la cause de la guerre et aussi toutes les banques russes.
Cette fois-ci, nous allons nous rendre en RDC, République démocratique du Congo. Le M23 occupe la ville de Bunagana, à la frontière ougandaise. Bunagana, un important centre de commerce transfrontalier, et sous contrôle de l'ennemi, a redécouvert dans Lima. L'officier congolais interrogé par téléphone depuis Goma. Voici un reportage signé Africa News. La ville de Bunagana, frontalière de l'Ouganda, serait contrôlée depuis ce lundi 13 juin par les rebelles du M23, après de violents combats contre les forces armées congolaises. Si les FARDC n'ont pas confirmé la prise de cet important centre de commerce transfrontalier, des associations de la société civile l'affirment. Elles auraient aperçu des éléments du M23 déambuler dans la ville. De précédents combats avaient déjà provoqué fin mars la fuite de milliers d'habitants vers l'Ouganda et Rutshuru, ville principale du territoire congolais du même nom. Le Haut-Commissariat aux réfugiés signalait lundi matin 368 arrivées supplémentaires en Ouganda depuis Bunagana. L'armée congolaise a de nouveau accusé dimanche le Rwanda de soutenir les rebelles du M23, ce que Kigali continue de démentir. Dans un communiqué, le général Sylvain Ikenge, porte-parole du gouverneur militaire du Nord Kivu, accuse le Rwanda de vouloir occuper Bunagana pour non seulement asphyxier la ville de Goma, mais aussi faire pression sur le gouvernement congolais. Le monde face au nucléaire, après 35 ans de déclin, le nombre d'armes nucléaires dans le monde va repartir à la hausse lors de la prochaine décennie, selon un rapport publié lundi par le Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI. Voici un reportage signé France 24. Quand les risques sont élevés comme maintenant et qu'il y a de nombreux acteurs impliqués, le danger est sérieux, il est réel et il ne peut pas être sous-estimé. Le ministre russe des Affaires étrangères qui évoque la menace d'une guerre nucléaire, une rhétorique qui fait craindre un réarmement nucléaire mondial aussi pris. Dans son dernier rapport, l'Institut de recherche pour la paix de Stockholm compte 12 705 têtes nucléaires au total sur la planète en 2022. Un chiffre en baisse depuis 2005, mais en trompe-l'œil. Il n'est dû qu'au démantèlement ancien d'ogives russes et américaines. Bientôt, nous arriverons au point où, pour la première fois depuis la fin de la guerre froide, le nombre global d'armes nucléaires dans le monde pourrait augmenter à nouveau, et c'est une perspective très dangereuse. Deux raisons poussent l'Institut suédois à établir ces prévisions. Avec la guerre en Ukraine et les mises en garde nucléaires russes, certains États redéfinissent leur politique nucléaire militaire. Les 9 pays qui disposent de la bombe atomique modernisent tous leur système d'armes, comme la France par exemple, qui prépare un nouveau missile stratégique et une nouvelle classe de sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. D'autres les augmentent, comme la Chine, qui construirait 300 nouveaux silos de missiles, ou le Royaume-Uni. Parmi les autres menaces, l'Iran, qui n'a pas définitivement renoncé à son programme nucléaire. Ou encore l'arsenal nord-coréen. Pour la première fois, le SIPRI l'estime à 20 ogives. Bien loin des capacités des États-Unis et de la Russie, qui restent les plus grandes puissances militaires nucléaires, avec 90% des stocks mondiaux à eux deux. Avant de fermer cette page internationale, zoom sur l'Occident avec notre confrère Alain Foka, journaliste à RFI. Il a sa propre chronique sur YouTube pour les anglo-saxons, YouTube pour les francophones. La question qu'il a posée, là où la raison du plus fort est toujours la meilleure avec l'Occident. Écoutons un extrait de cette chronique. Quand donc s'arrêtera cette propension à donner des leçons au reste du monde? Quand s'arrêtera donc cette attitude condescendante qui procède à montrer que l'on détient seul la vérité et à vouloir l'imposer aux autres? En réalité, c'est la plus grande menace qui pèse désormais sur la paix dans le monde. Le camp occidental a donné un bien piètre exemple tout au long des 20 dernières années. Ne l'oublions pas. La guerre d'Afghanistan, la guerre d'Irak, la guerre de Libye, les guerres du Sahel, et tout cela pour quel résultat? Quand vous dites que vous allez au G7, à Biarritz, traiter de l'Amazonie sans appeler les pays amazoniens, vous vous souvenez du congrès de Berlin en 1884 ? Oui. Vous avez, les Européens ont décidé sur le futur de l'Afrique sans appeler les Africains.
Ça, c'est la notion du colonialisme. Vous décidez pour les autres. Une longue période où je pense, comme la plupart des Américains vétérans de la guerre froide, que l'Occident a accumulé les erreurs et les provocations et les maladresses. Mais pas par complaisance par rapport à la future Russie redevenue nationaliste, par, disons, désinvolture, ignorance. On a gagné globalement, et on s'en fiche un peu de ce que pensent les Russes, les Chinois, les Arabes et les Africains. Et c'est ce qui risque de mettre le feu à la planète. L'Occident doit faire un effort pour s'astreindre à un peu d'humilité et de discernement. Il menace la paix dans le monde avec cette attitude, cette propension à se liguer en modèle, à dicter sa règle, à faire à chaque fois la leçon aux autres. Les barbares sans culture, sans civilisation, c'est les autres. Ce concept d'Occident est dangereux pour l'Europe. Je ne veux pas croire que les grandes puissances soient à ce point frappées d'amnésie. Je refuse de penser qu'elles soient définitivement dénuées de sincérité et de bon sens, qu'elles aient une propension naturelle à la mauvaise foi. Comment une puissance qui a tant ensanglanté le monde, qui a commis le plus grand génocide de tous les temps, avec notamment le massacre des centaines de millions d'Indiens, peut-elle se présenter sans gêne en référence? Comment une puissance qui, il y a moins d'un siècle, délivrait massivement des permis de tuer aux Blancs pour chasser du nègre dans les rues du Missouri, peut-elle se présenter en modèle aujourd'hui? Comment une puissance où on pendait haut et court, légalement, en public, des Noirs qui avaient simplement désobéi au maître, peut-elle s'ériger en chantre de la tolérance et de la morale? Une puissance où des hordes officiellement connues brûlaient il y a moins de 100 ans des maisons de Noirs, comment peut-elle sans gêne aucune, avec une certaine condescendance, un certain toupet, se liguer aujourd'hui en grand défenseur devant l'Éternel des droits de l'homme, en gendarme de la planète? A-t-elle oublié ces crimes de masse? Ces humiliations, telles ces scènes de Black Friday où l'on vendait du noir comme du bétail à vil prix et tuait ce que l'on n'avait pas pu solder sur le marché. Dommage que certains aient d'ailleurs oublié l'origine réelle du Black Friday que l'on célèbre aujourd'hui dans les commerces, l'un des moments les plus sombres, les plus douloureux de l'histoire noire, les États-Unis d'Amérique. Traversons l'Atlantique parce qu'en Europe aussi le passif est au moins aussi lourd. À votre avis, ce sont les propriétaires d'esclaves ou les esclaves qui ont été indemnisés après l'abolition de l'esclavage? Ce sont les propriétaires d'esclaves. Oui, après l'abolition définitive de l'esclavage en 1848, la France a choisi d'indemniser les propriétaires d'esclaves pour les dédommager de la perte économique entraînée par l'émancipation générale. Une loi relative à l'indemnité accordée aux colons par suite de l'affranchissement des esclaves a été votée les 19 janvier, 23 et 30 avril 1849 à l'Assemblée nationale. Cette loi va attribuer 126 millions de francs or aux 10 000 propriétaires d'esclaves, soit 1,3% du revenu national d'alors, l'équivalent de 27 milliards d'euros aujourd'hui. L'Empire français perd alors près de 250 000 esclaves dans ses colonies, en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, au Sénégal et à Madagascar. Comment des nations occidentales qui, sans scrupule, en Afrique, ont pillé, dépouillé le continent entier en massacrant sur leur passage ses populations, comme ici, en 1908, dans le Congo du roi Léopold II, où des Belges lisent la Bible avant de pendre ce jeune garçon de 7 ans, simplement parce que son père n'a pas pu produire le quota de cuivre exigé par le colonisateur, peuvent-elles adopter cette posture de saint juste? Nous avons connu les ironies. Et voilà, c'était une partie de la chronique de Alain Foucault, là où la raison du plus fort est toujours la meilleure avec l'Occident. C'est ainsi que se referme la page internationale pour aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. La production est signée Ed Prod, réalisation télé Beltor pour le compte de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Pour présenter cette page internationale, Erlich Dorelas, depuis Boston, la capitale des grandes universités du monde. Température sur Boston, 84 degrés Fahrenheit, 29 degrés Celsius. À Jacmel, 89 degrés Fahrenheit, 32 degrés Celsius. Bonsoir Joannel, bonsoir Robins, bonsoir Smith Jean-Julien, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Joyeux lundi, joyeuse semaine. Ce soir, la finale de la NBA, les Boston Celtics sont à San Francisco pour la grande finale face aux Golden State Warriors. Qui va gagner? Croisons les bras, c'est le Rotensi. Bonsoir, passez un excellent lundi. À demain. C'était la page internationale avec Erlich Dorelas.